le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On arrive bientôt au bout des previews, il nous en reste que 2. Et aujourd'hui on attaque la NFC Sud des Bucks, des Saints, des Panthers et des Falcons. Et comme toujours, on va faire ça avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, petit épisode matinal pour nous pour attaquer une division bien compliquée à pronostiquer. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai changé de prono au moins 10 fois. Hein. On a mis du temps avant de l'enregistrer celui-là. Ouais. Donc ouais. Bah non, c'est homogène, on va dire. Ouais, bah vous le verrez. Comme la NFCS l'était à un moment. Ouais, exactement. Voilà. Peut-être dans le moins médiocre. Vous verrez qu'il y a eu que des bilans négatifs, mais pas si loin de l'équilibre que jusqu'au bout, toutes les équipes ont pu croire aux playoffs. Ouais. Et on va commencer avec la seule équipe qui a pu y aller, du coup, en gagnant cette division malgré un bilan négatif, les Buccaneers. Ouais, les Bucks qui ont fini en 8-9 l'année dernière, qui ont fait les playoffs avec un bilan négatif, comparé à d'autres équipes qui l'ont pas fait en bilan positif. Ouais. Ils ont perdu ensuite contre les Cowboys en wild card round, donc le premier round possible, chez eux, ils ont perdu. Et ils ont une cote vainqueur de division à 8,50. Ils ont toujours Todd Bowles en head coach, qui je pense prend aussi les duties de defensive coordinator, vu qu'il n'y a pas de defensive coordinator dans cette équipe. Ouais. Et c'est Dave Canales, l'ancien QB coach des Seahawks, qui est arrivé pour remplacer Byron Leftwich en offensive coordinator. Écoute, il y a deux choses assez folles sur ces Bucks. Déjà, la cote à 8,50, c'est la première fois que le vainqueur de division a la cote la plus haute pour la saison qui suit. C'est assez surprenant. Et le deuxième point, et c'est probablement lié à quand même la retraite de Tom Brady. Important de redonner un mot là-dessus pour ceux qui nous rejoindraient que pour cette saison. Donc Tom Brady, qui est communément, ou en tout cas par le plus grand nombre appelé le plus grand joueur de tous les temps de cette discipline, a pris sa retraite. Donc il laisse les Bucks un peu orphelins au poste de quarterback. On aura l'occasion de le voir pour la saison à venir. Ouais. Écoute Alex, les Bucks ils ont quand même bien bougé et je te propose qu'on attaque les recrues majeures et je vais te laisser parler de la tienne qui m'intéresse beaucoup. Moi j'ai mis Dave Canales parce que donc le offensive coordinator dont je viens de parler, parce que c'est vrai que l'attaque elle faisait, enfin moi en tout cas elle m'a pas fait trop rêver l'année dernière même avec Tom Brady. Ouais. Cette année ils vont avoir un mix entre Baker Mayfield, l'ancien QB de pas mal d'équipes, mais notamment les Browns, les Panthers et les Rams. Il arrive là, il aura comme backup Kyle Trask qui est là depuis 2 ou 3 ans et qui n'a pas beaucoup joué encore, si ce n'est pas du tout. Il a pas encore laissé sa Trask. Merci. Merci. Très bien. Du coup, tout ça pour dire que ce offensive coordinator, il a du pain sur la planche. Ouais. Alors du coup, c'était le quarterback coach des Seahawks. Donc du coup, il était là l'année dernière pour l'éclosion au grand public de Geno Smith. Et bah du coup, je trouve ça intéressant de voir ce qu'il pourrait faire, non pas seulement avec Baker Mayfield, mais moi surtout avec Kyle Trask que j'aimerais beaucoup voir sur le terrain en fait. Donc okay. C'est pour ça que c'est ma recrue majeure. Ok, tu ne crois pas à un Mayfield qui aurait le poste toute la saison? Ah si, j'y crois, mais j'aimerais bien voir autre chose. Ok. Pour moi, t'as un plancher qui est... Tu sais à peu près où t'es avec Kyle Trask, avec Mayfield, enfin, tu seras en 8-9, c'est très probablement. Enfin, ou en 8, enfin, entre 6 et 9, quoi, victoire. Je les vois pas plus haut, je les vois pas forcément plus bas. Avec Kyle Trask, je pense que l'écart potentiel est plus fort. Et ça peut aussi être très mauvais. Ok. Ben, c'est marrant, moi, c'est l'impression que j'ai avec Baker Mayfield, qui a fait 2 saisons très bonnes pour 3 saisons très mauvaises depuis qu'il est dans la ligue. Et du coup, j'ai eu un peu l'impression aussi que si Mayfield arrachait 10-11 victoires avec une équipe, j'étais pas surpris, mais s'il finissait avec 4 victoires, j'étais pas surpris non plus. Ouais, je vois. Bon, écoute, moi, je reviens sur le terrain et je vais du côté de la défense avec Khalidja Kansi, defensive tackle, qui a été drafté par les Bucks. 19e choix de la draft.
Je trouve que le profil est intéressant. J'aime beaucoup l'idée qu'ont eu les Bucks de quand même re-signer un maximum les bons joueurs qu'ils avaient, de pas partir sur une reconstruction après Brady. Un peu comme j'ai pu le dire avec les Titans, mais une fois qu'ils ont fait le choix de pas trader les bons joueurs qu'il y avait et d'en récupérer une valeur marchande, autant être compétitif. Et là, très clairement, le choix de Kansas va dans cette direction. Il va être très bien entouré. Il y a encore du monde sur la ligne défensive. T'as un Vita VA à côté qui permet quand même de t'exprimer pas mal quand t'es dans le front seven. Donc voilà, très très curieux de voir l'apport qu'il pourra avoir. Et je trouve qu'en 19, c'était un des très bons joueurs qu'il était possible d'aller chercher. Donc bon choix des Bucks. Ouais, totalement. Alex, surtout dans une équipe un peu vieillissante. C'est pas mal d'avoir du renouveau dans la ligne défensive. Ouais, bah exactement. Il y a un peu ce côté de bon, on reconstruit pas, mais si on doit le faire, on a déjà des pièces. Ouais, clairement. Et j'aime beaucoup ces transitions correctement assurées. Au niveau de la perte majeure, Alex, bien sûr, on en a parlé, on a la même, monsieur Tom Brady. Bah oui, Tom Brady qui a pris sa retraite. Alors c'était pas le meilleur Tom Brady la saison dernière, mais c'est toujours meilleur que ce qu'ils auront cette année. Et voilà, ça risque d'être compliqué de retourner aux Bucks d'avant Brady en fait. Ouais, exactement. Les Bucks d'avant Brady, c'était les Bucks de Jameis Winston. C'était le mot à utiliser peut-être folklorique. Folklorique, c'est pas mal, ouais. C'est gentil en plus. Ou explosif, mais dans les deux sens du terme. Là, il avait fait cette fameuse saison en 30 TD, 30 interceptions, là. Joli petit record pour un QB d'être capable de lancer autant de bons ballons que de mauvais. C'était assez incroyable dans l'éventail. Là, très clairement, entre le plancher et le plafond, on est encore à un autre niveau que Trask ou Mayfield. Ouais, totalement. Bon, en tout cas, Alex, il nous reste pas grand chose de plus à dire sur Brady, hein. On a déjà parlé beaucoup. On a fait un épisode spécial au moment de sa retraite. Au moment de sa retraite, ouais. On a fait l'épisode sur le bilan des Bucks où on en a beaucoup parlé. On savait qu'il allait prendre sa retraite, donc ouais, mais il est plus là. Juste une question, on croit pas au scénario où il reviendrait, peu importe l'équipe? Moi, j'y crois pas en tout cas. Ouais, j'ai du mal à y croire non plus. Après une première vraie fausse retraite, j'ai l'impression que celle-ci c'est une vraie de vraie. Ouais, clairement. Il y a plus Gisèle. Bon, en tout cas, les Bucks vont devoir se débrouiller avec ce qu'ils ont à la maison, et du coup, je commence avec mon joueur clé. J'ai mis Baker Mayfield. Je suis assez d'accord avec toi, son poste n'est pas totalement assuré avec Trask derrière, même si je trouve que le message envoyé à Kyle Trask était pas hyper positif. On s'attendait à ce qu'il ait pu apprendre au moins un petit peu dans les pas de Tom Brady pendant la saison dernière, et puis ils vont chercher un Mayfield qui s'est bien relancé en fin de saison aux Rams, qui vraiment il avait pas de Cooper Cup, donc vraiment pas facile. Il a fait un peu avancer cette équipe sur le terrain. Le peu de matchs gagnés par les Rams la saison dernière, c'est surtout dû à leur fin de saison, où Mayfield est revenu d'entre les morts, où Cam Akers a assuré un peu de jeu au sol. Donc j'ai envie de voir s'il est capable de surfer là-dessus et d'enfin trouver de la régularité. Lui, malheureusement, on peut pas donner le scénario du il avait besoin de changer d'air pour s'exprimer. Il a déjà changé d'air. Il y a eu des plus, il y a eu des moins. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une année sur deux. S'il continue dans cette logique, la saison prochaine est censée être bonne. Est-ce que ça va être le cas? Je ne suis pas sûr. Mais il a les armes pour le faire. Il a Mike Evans et Chris Godwin, c'est probablement un des meilleurs yeux de receveurs de la ligue encore aujourd'hui. Il est pas si mal protégé, donc on va bien voir. Hein. Mais vraiment, les Bucks, avec un Mayfield qui assurerait un niveau ne serait-ce que correct, pourraient jouer des choses sympas dans cette division cette année. Donc voilà pourquoi je l'attends. Surtout la division. Ouais. Je pense qu'il en faut pas grand-chose pour passer au-dessus du reste de la div. Ouais, et ça, vous le verrez lors de cette preview, mais ça va se jouer à peu de détails pour chacune des équipes, donc on sera bien curieux d'avoir votre prono sur celle-ci, parce que nous, c'est vraiment... je suis au doigt mouillé, là. Je regarde le vent, et puis... C'est pas évident, là, sur celle-là. Hein. Bon, Alex, tu restes en attaque pour ton joueur clé, et tu pars sur l'un des gardes du corps de Baker Mayfield. Je pars sur l'un des gardes du corps du QB. Donc du coup, moi, c'est Tristan Wirfs, le offensive tackle qui sort de 2 saisons, je crois, quand même excellente, 2 ou 3, je crois que c'est 2. Je crois qu'il est sur sa 3e saison là.
c'est un des meilleurs offensive tackles de la ligue déjà, et on en parlait lors de notre épisode des 10 joueurs à aller chercher pour bâtir une franchise hors QB. Bâtir une franchise hors QB. Et je pense qu'il va être clé cette année pour pouvoir protéger le QB, avoir le duo de receveurs dont tu as parlé pour qu'ils puissent recevoir les ballons, pour que Rachaad White puisse enfin éclore aux yeux de tout le monde et que ce soit une bonne saison. Je pense que ça va être en grande partie grâce à la ligne offensive et ce qu'il peut apporter de cette ligne offensive, en plus de les deux. Ouais, de toute façon, on le répétera jamais assez, mais cette fameuse bataille des tranchées à chaque match, des lignes offensives, défensives, vraiment, elles sont capables de porter une équipe moyenne à un bilan quasiment équilibré, même quand ça manque de talent autour. Donc, ultra important d'avoir une belle O-line. Las Vegas, Alex, est moins optimiste que nous sur la potentielle réussite. Enfin, moins optimiste que nos paroles, puisqu'il propose un 6,5 victoires après une saison en 8-9. Donc un peu en dessous. D'habitude, on est exactement dans le même range, c'est rare. Est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? Je suis en dessous, parce que je ne crois pas en cette équipe des Buccaneers qui, pour moi, tenait en grande partie grâce à Tom Brady, même si l'année dernière c'était pas fabuleux, mais je trouve que ça, en grande partie quand même grâce à lui. Et là, là tu perds quand même ton playmaker. T'as même pas un Jameis entre guillemets il y a 3 ans pour le remplacer. J'ai peur qu'on soit sur une attaque un peu ennuyante et voilà. Donc j'y crois pas trop à ces Bucks. Ouais, je comprends. Je suis under aussi. Je suis en dessous de ces 6,5 victoires. Je les vois bien à 5 ou 6. Le genre d'équipe qui va encore se retrouver à avoir un pic 7, 8, 9 par là. Je trouve que la division est pas simple à aborder, notamment parce que j'ai l'impression qu'il y a aucune équipe vraiment totalement faible. Et j'ai l'impression que les 3 autres équipes ont plus d'armes, ou en tout cas peuvent exprimer un peu plus d'ambition qu'eux. Donc j'ai un peu peur de leur potentiel résultat dans la div. Ils croisent avec celle des Titans, qui est clairement pas la plus compliquée. Donc Jaguars, Titans, Colts et Texans. Est-ce que même ils sont au-dessus de toutes ces équipes? Toi, t'as les Texans un peu faibles, moi j'ai les Colts un peu faibles, mais même s'ils vont chercher ces 2 matchs-là, il va encore falloir battre des équipes ailleurs. Ouais, je les vois bien échouer à 6 victoires cette année, tu vois. Et j'ai du mal à leur mettre un plafond au-dessus. Pour moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un monde où ils peuvent finir avec un très très bon bilan. Je pense qu'il y a un monde où ils finissent en positif. Parce que si ça tourne bien, tu joues quand même 6 fois des équipes de ta division. Ensuite, tu joues la division, la FC Sud, dont tu as parlé. Tu vas jouer aussi les Packers. Tu joues qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Tu joues les Bears, où tu sais pas trop ce que ça peut valoir réellement. Oui, je pense qu'il y a un monde qui existe où tu fais une bonne saison, mais je pense dans la probabilité, elle est pas élevée. Ouais, je trouve que ça manque de leadership. Moi aussi, j'ai un peu peur de Mayfield, hein. C'est pour ça que c'est mon joueur clé. J'entends de plus en plus de rumeurs de trade autour de Mike Evans. En fait, j'ai l'impression que si ça démarre mal, c'est ciao. T'appuies très vite sur le bouton. Je vois pas d'intérêt de lutter comme ça. En tout cas, saison des Bucks qui va être intéressante à suivre, notamment en fantasy, parce que cette attaque où il y a eu le changement de coordinateur, elle peut donner des choses sympas si ça clique bien. Alex, quel est ton joueur fantasy des Buccaneers? Rachaad White. J'hésitais entre Rachaad White et Mike Evans, parce que Mike Evans tombe très bas en draft, je trouve, et que pour moi, c'est une top valeur. Mike Evans qui tombe receveur 30 en ce moment. Mais je suis parti sur Rachaad White qui tombe running back 30. Et running back 30 pour un mec qui a le backfield à lui tout seul, je trouve ça super intéressant quand t'as des gens devant qui tombent où on sait pas trop la situation, hein. Tu vois, un Dalvin Cook qui tombe à peu près avant, un DeAndre Swift un peu après, voilà, ce genre de joueurs où est-ce que c'est eux, même des David Montgomery qui auront du boulot, mais où il y a de la concurrence. Rachaad White, il est tranquille. Ouais, au poste de running back, le volume est quand même roi. Il est capable de porter la balle et surtout il a l'upside des réceptions. C'est un des
déjà un des tout meilleurs receveurs à ce poste de running back, donc assez surpris qu'il soit aussi bas. Ouais, je suis bien d'accord. Mais c'est cool. C'est bien pour le récupérer. Ouais, exactement. Dans ces fameuses stratégies où vous prenez pas de gros running back sur les 3-4 premiers tours, Rashad White peut clairement être un de vos premiers picks au 4-5e tour, selon où vous vous situez. Ça peut être intéressant. Ouais. Moi, je pars sur Chris Godwin, qui très discrètement, le receveur, assure tous les ans un volume de réception complètement incroyable. Même quand il est blessé, je crois que le chiffre que j'ai vu, c'est genre 4 saisons de suite dans le top 14 ou 15 des receveurs. C'est encore plus en PPR. 25 ouais. En half PPR. Je trouve qu'il est drafté trop bas, même si je comprends qu'il le soit plus en half PPR qu'en point par réception. En PPR, pour moi, il est automatiquement plus haut. C'est vraiment le genre de mec qui peut assurer 7, 8 réceptions, même dans les petits matchs. Dans les gros matchs, il va t'en faire 11 ou 12, il va marquer le TD, il va faire des yards, enfin. Il joue à peu près 13, 14 matchs par saison, il aura toujours 2-3. Mais je trouve qu'à ce prix-là, tu vois, selon les rankings, mais quand je vois un Drake London, qui est pris plus ou moins dans les mêmes ranges, ou en tout cas à peu près dans le même tiers, j'ai rien contre Drake London, mais dans l'attaque des Falcons, qui comment dire, qui passe pas énormément le ballon. Alors ça va peut-être être amené à changer, c'est là où le potentiel est intéressant, mais en tout cas à l'instant T, je suis un peu sceptique sur le niveau d'élévation du joueur par rapport à Godwin. Voilà. Je vois, je comprends. Ça me rend un petit poil sceptique. Les Falcons, Alex, justement, deuxième équipe dont nous allons parler. Je te laisse faire le bilan. Le bilan, 7-10, pas de playoff. Toutes les équipes de la division n'auront pas fait les playoffs. Cote à 3. Coach toujours Arthur Smith. Offensive coordinator toujours Dave Rangel, les deux depuis 2021. Et Dean Pease qui est parti, le defensive coordinator, remplacé par Ryan Nielsen, qui était le defensive coordinator des Saints. Donc voilà, ça a chippé dans la division. C'est pas la seule fois que ça a chippé dans la division, puisqu'ils ont notamment pris David Onyemata des Saints et qu'ils l'ont récupéré aux Falcons. Donc allez hop, on ramène tout le monde et on affaiblit un peu le reste. C'est ça. Je vais enchaîner direct avec ma recrue majeure parce que c'est Ryan Nielsen. Je vais en parler. Moi j'aime bien. Elle était co-defensive coordinator avec Chris Richards au niveau des Saints. Donc là il se retrouve dans une équipe jeune des Falcons qui a très bien recruté. L'attaque, elle tournera toujours de la même manière, de toute manière, peu importe qui ils recrutent. J'ai l'impression qu'ils feront pareil. Et là, par contre, défensivement, ils ont recruté du lourd et ils ont encadré ça avec quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est cool. C'est cool. Ouais. Bah écoute, j'enchaîne avec ma recrue majeure puisqu'elle est aussi au niveau de la défense. Ils sont allés chercher Jesse Bates, le safety qui était chez les Bengals. Très gros joueur, très très référencé. On l'a dit, chez les Bengals, c'était une perte assez énorme. Surtout que c'est pas le seul qu'ils ont perdu. Je trouve que les Falcons ont fait ce pas pour dire, écoutez, on sort d'une saison 7-10, pas si loin de l'équilibre, pas si loin d'avoir pris la division et d'avoir joué les playoffs. C'était en année 1 de Desmond Ridder. Ils ont équipé vraiment tout le groupe, toutes les lignes, pour rendre le groupe plus compétitif. Et j'ai l'impression que maintenant, la pression, elle est sur les épaules de Desmond Ridder. C'est un peu, on va voir où est-ce que ça nous mène avec lui. Et je trouve que cette saison, là, les Falcons sont une des équipes les plus intéressantes à suivre. Parce qu'on va avoir beaucoup de réponses. Il y a tout le matos maintenant, on va voir si on a le QB ou pas. Et je trouve que voilà, l'apport de Jesse Bates dans cette défense, comme tu l'as dit, avec un nouveau coordinateur, qui en plus chez les Saints a toujours bien défendu le fond du terrain. Il y a eu du bon joueur qui est passé là-bas, ou qui est toujours d'ailleurs. Je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner, et vraiment je trouve que la défense est stable. Maintenant c'est un peu autour de l'attaque de dire est-ce qu'on est capable de monter le niveau ou pas. Ouais, totalement. Et pourtant, Alex,
On a chacun une perte majeure dans cette équipe, et tous les deux, c'était du côté de la défense. Ouais, moi j'ai noté Isaiah Oliver, le cornerback, parti pour un petit contrat de 6 millions, au niveau sur 2 ans au niveau des Niners. J'ai pas vu trouver 3 millions de pertes majeures, du coup j'ai noté celui-là où voilà. J'ai pas trop grand chose à dire dessus, sinon j'aurais pu noter Calvin Ridley, mais je trouve pas que c'est une perte vu qu'il a pas joué depuis 2 ans. Ouais. Voilà, je vais pas m'attarder trop dessus. Ouais, c'est histoire de dire, bon, on a perdu un joueur qui est parti dans une bonne équipe, mais c'est pas un impact énorme sur l'équipe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, un peu pareil, j'ai mis Rashan Evans, le linebacker. Ça fait quand même 2 joueurs défensifs qui étaient dans la rotation qui partent, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plutôt bien remplacés dans l'ensemble. En tout cas, ils ont bien essayé de le faire. Ouais, toi, Isaiah Oliver, par exemple, ça a été remplacé par Jeff Okuda, même s'il s'est blessé très rapidement. En tout cas, sur le papier et numériquement, ils avaient fait en sorte de faire le pas de côté très très rapidement. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis, mais j'ai l'impression qu'avec le changement de coordinateur, c'est un peu moins grave. Le mec, il arrive pas avec son système préétabli où il se disait tel joueur, je sais que tel joueur fait ça, je sais que tel joueur fait ça. Là, il a quand même la latitude pour remettre en place un système défensif. Et ouais, c'est des joueurs, voilà, c'est des joueurs de la rotation, mais t'as pas de joueur majeur qui est venu fracasser un peu la depth chart des Falcons. Donc voilà, on a 2 pertes au niveau de la défense, mais on n'est pas plus inquiet que ça pour leur défense. Ouais, c'est ça, exactement, totalement. Alex, joueur majeur, j'en ai déjà parlé puisque c'était ma recrue. C'est Jesse Bates qui va apporter un leadership dans cette défense où c'était un peu leur faiblesse l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées depuis, des nouveaux joueurs, des nouveaux leaders, on va dire des nouveaux leaders. Et je pense que Jesse Bates c'est un des meilleurs safety de la ligue et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans cette escouade et je trouve ça super intéressant de voir ça. Ouais, totalement d'accord. On est vraiment dans une div où là, les safety, les cornerbacks, on va en avoir besoin. Vous verrez qu'on a déjà parlé du duo de receveurs des Bucks, mais les Saints vont arriver avec un duo où, pareil, t'as envie d'avoir du monde au fond du terrain. Clairement. Et ça risque d'apporter beaucoup. Écoute, une fois n'est pas coutume, je repars sur un quarterback. Je l'ai pas énormément fait sur les épisodes, mais là, Desmond Ridder, il a possiblement la position de quarterback la plus chaude de toute la NFL. Déjà parce que ça a bien recruté derrière lui. Ils ont fait venir Tyler Heineke. Donc il a un backup qu'on a déjà vu sur le terrain très régulièrement dans une équipe où des Commanders où il n'y avait pas un titulaire ultra dominant et où dès que ça fonctionnait pas, voilà, genre ils hésitaient pas à le lancer. Je pense qu'à Atlanta, pareil, s'ils ont un bilan à peu près à l'équilibre et que le problème de l'équipe c'est Desmond Ridder, ils hésiteront pas à utiliser Heineke en attendant d'avoir mieux. Et j'attends de lui qu'il arrive à fournir toutes les armes qu'il a en attaque. Parce que même si c'est jeune, quand Kyle Pitts est arrivé dans la ligue, on parlait d'un des meilleurs Titan receveurs en termes de prospect depuis des années et des années. Il a Drake London qui est quand même référencé comme un bon receveur de 2e année. Ils viennent de drafter Bijan Robinson, à qui il va devoir donner les bons ballons, que ce soit faire les bons choix quand il va y avoir des play action, ou même le trouver à la passe. Les squads est vraiment pas mal. Ils ont récupéré Jonnu Smith, je crois, en Titan, qui en général réussissait tous les ans à marquer des bons TD, qui étaient une bonne cible en end zone. Donc il est à la baguette de tout ça. En plus, il est capable de courir un petit peu si besoin. Du coup, ça va mettre à rude épreuve sa lecture de jeu. Il a beaucoup d'armes, il a beaucoup de moyens. On lui a mis une jolie ligne offensive. Très clairement, tout est dans ses yeux et dans son bras. Ça va être à lui de prendre les meilleures décisions pour que les Falcons avancent. Et très clairement, s'il n'y arrive pas, je pense qu'on aura l'information comme quoi Desmond Ridder est un remplaçant en NFL. Oui, clairement. Parce que là, si les Falcons ils finissent encore la saison en 7-10,
Desmond Reader n'est pas titulaire la saison d'après, quoi. Non, je pense pas. C'est pas possible. Non. Ça ira chercher un Kyler Murray. Ouais, par exemple. Totalement possible. Las Vegas, plutôt optimiste pour les Falcons, se sortir d'une saison en 7-10. La projection est à 8,5 victoires. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? Là, je suis en dessous de cette équipe. Elle est dure, cette div. Hein. Trouver des arguments de calendrier, ça veut dire faire un prono dans la div, quoi. Exactement. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. La division, elle est pas compliquée. Enfin, elle est elle est homogène. Les rencontres, mais je les vois à 8 en fait. Ok. Pourquoi, je sais pas. Vraiment, cette division, j'aurais dû faire un pile ou face pour chaque, d'ailleurs. C'est peut-être ce que je vais faire. Voilà. Bah, disons que leurs proches, pour une division qu'on trouve serrée, ils ont la deuxième projection la plus élevée. Face, alors, ce sera au-dessus, et pile, ce sera en dessous. Pile. En dessous. Parfait, ça correspond. Voilà. Donc, ce sera non, ouais, c'est dur. Après, on peut se dire, je comprends l'approche. Moi, je suis au-dessus. Donc, voilà. 8,5, on pourrait se dire, c'est élevé. Et je les vois capables de monter à 9. Surtout que j'ai mis les Bucks, du coup, en dessous, c'est 6,5. En fait, je pense que les Bucks vont laisser un peu des victoires à leurs camarades de div. Et du coup, je me dis, ok, ils ont mis de l'expérience, ils ont mis du talent, Reader doit avoir progressé. Ça croise pas avec la pire des divisions. Pourquoi t'arriverais pas à 9, quoi? Vraiment, je suis optimiste pour eux, j'ai envie de croire en Desmond Reader. Envie de croire, c'est un bien grand mot, j'ai envie de croire qu'en tout cas, il peut être titulaire. Pas que ça va être un des top 12 QB de la ligue un jour, ça j'avoue que je n'y crois pas. Mais est-ce qu'il peut faire partie de ces joueurs qui font un peu une carrière à la Ryan Tannehill, tu vois. Avoir des postes de titulaire de temps en temps, quand t'as la bonne équipe, faire le bon rush. En plus, il a l'ancien coach de Tannehill, du coup, en Arthur Smith. C'est une équipe qui court beaucoup, il aura pas tant la pression de tout le temps envoyer la balle, hein. L'année dernière, c'était l'équipe qui courait le plus. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont capables d'avoir un jeu, voilà, qui gagne quand même. Tout ce qu'on va demander à Reader, en fait, c'est au moment de lancer la balle de bien le faire. Et pas d'avoir un volume où il doit être bon sur un gros volume. Là, il devrait être bon sur un volume intermédiaire, voire faible. Il a tellement de playmakers autour de lui que pas de raison qu'il n'y ait pas cette progression de victoire. Donc je mets over. Mais je mets un over à 9. Hein. Je vois pas du tout les Falcons à 10-11. Okay, ça me rassure. Alex, on passe en fantasy et toi tu es du coup sur un joueur que j'ai dans mes classements de manière un peu controversée. Moi, je draft. Honnêtement, si j'ai pas Bijan Robinson dans cette équipe, bon je draft personne des Falcons. Ouais, mais ouais. Oui, bon prix, tu l'as pas, donc un peu le souci. Mais sinon, le deuxième, on va dire, ce serait Drake London, qui est receveur en half PPR, qui est receveur, parce que j'ai noté un truc, c'est pas 24. Voilà. C'est le receveur 1 de cette équipe. Si ça commence à lancer un peu plus parce que Bijan ouvre plus de brèches pour les passes, London, il peut être receveur de 1 à 12. Donc, receveur 1. Et, au receveur 25, ça vaut le coup. Donc, ouais. Il y a beaucoup de hype autour de Garrett Wilson parce que t'as eu changement de coach, etc. T'as eu changement de coach, non, t'as eu changement de QB. Drake London, c'est aussi un sophomore qui a été pris avant Garrett Wilson, qui peut faire le leap, qui peut passer, qui peut devenir meilleur aussi, qui va sûrement devenir meilleur. Et comment? Il y a eu un changement aussi dans l'attaque. Ouais. Voilà. Et j'y crois, le mec est bon. Hein. Et il est tout seul surtout, contrairement à Garrett Wilson où ils sont 25, lui il est tout seul. Là où je comprends tes arguments, c'est que c'est un sophomore, il y a souvent un gros gap entre les saisons rookie et sophomore. Donc deuxième année sophomore pour les novices. L'autre point où je te rejoins, c'est que c'est vrai que niveau des cibles, il n'y a pas non plus un panel ultra large. Le receveur 2 de cette équipe, c'est Mac Hollins, qui est drafté en receveur 94,
Et après, t'as aussi Kyle Pitts et Jonnu Smith dont on a parlé, et évidemment Bijan et Tyler Algier. Mais c'est très faible. Ouais, mais je pense vraiment, je trouve qu'il est plafonné par le volume de passe, quoi. Ah, je suis d'accord. Le volume de passe dont tu vas nous parler, du coup. Exactement. Moi, je pars sur Desmond Reader. Lui, il est pas plafonné par le volume de passe. En fait, il a l'upside à la course qui m'intéresse et je peux potentiellement le voir comme un Brock Purdy chez les Niners, où en fait, il a tellement de playmakers autour de lui que sans faire des longues passes, tu vois, la passe 2 yards en avant pour Bijan Robinson qui est content de la défense et qui met un TD, bah, elle est créditée en fantasy. Même si le play est ridicule. Un Jonnu Smith en end zone, un Kyle Pitts que je vois enfin décoller avec la progression de London. En fait, il a tellement d'armes que je pense qu'il ne peut que dépasser son prix. Franchement, il est pris dans les 5-6 derniers titulaires de la ligue. Moi, je comprends pas. Il y a des mecs pris au-dessus de lui qui soit n'ont pas l'upside au sol, soit ne sont pas si bien entourés que ça. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner, mais je pense que Reader peut rentrer en fantasy dans le top 20, top 18, tu vois, être entre 16 et 20. Et vu qu'il coûte moins cher, et ben ça me va parfaitement de le sélectionner quarterback 26 et d'avoir en fait un quarterback qui donne le prix d'un QB 19 ou 20, quoi. Je comprends. Donc voilà, apprendre donc soit en remplaçant forcément vu que c'est pas un top 16, soit en super flex en QB2. Si à côté vous avez un QB vraiment safe et que vous pouvez attendre tard, si vous avez un des top 8 en fait et que vous pouvez vous permettre d'attendre, je trouve que Reader fait partie des meilleurs candidats à aller chercher. Yes. Nous sommes à la mi-épisode et nous vous rappelons, je fais le boulot d'Alex avec le petit doigt vers le bas comme ça, hop, le petit bandeau qui circule en bas pour ceux qui ont l'image, et pour les autres, vous pouvez nous suivre à peu près partout, donc Twitter ou X, selon comment vous voulez l'appeler, Instagram, YouTube, Twitch, principalement @le front office, et on a une cagnotte Tipeee avec pas le joueur de basket, Tipeee avec beaucoup de E, pour faire des dons si vous voulez nous soutenir et nous permettre d'éviter les problèmes techniques. Petit problème de micro en ce moment, hein, donc n'hésitez pas. Si on a un généreux donateur, nous saurons l'évoquer. Ça te partira direct dans un micro. Exactement. Même si en ce moment Audacity est notre meilleur ami. On enchaîne, Alex, avec les Panthers, troisième équipe dont nous allons parler. 7-10, c'est l'année dernière, ça va être comment dire, quelque chose de récurrent. Ouais. Pas de playoff. Ils ont une cote vainqueur de division à 4,80 pour cette année. Ils ont dégagé Matt Rhule en fin de saison dernière et ils ont récupéré Frank Reich qui s'était fait virer lui par les Colts en tant que qui est head coach. On a Thomas Brown en offensive coordinator qui était le associé head coach des Rams chargé des tight ends et des running backs. Voilà, donc Cam Akers en fin de saison et Tyler Higbee le reste de l'année, en gros. Et ensuite, on a Ejiro Evero qui est arrivé. Et là, je suis content parce que c'est l'ancien defensive coordinator des Broncos. Et donc voilà, après un épisode où on n'a pas trop parlé des Broncos, et ben on peut en reparler aujourd'hui, qui remplace Phil Snow, qui file. En tout cas, Alex, tu n'es pas fan du recrutement des équipes de cette division sur le terrain, puisqu'encore une fois, ta recrue se trouve sur le banc. Alors, non, c'est pas vrai. Pour les Bucks, c'était vrai. Pour les Falcons, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui va diriger ses recrues. Et là, Frank Reich, c'est quand même un bon head coach. Ouais. C'est un bon coach qui a peut-être pas eu, enfin qui a eu des bonnes armes au Colts, mais est-ce qu'il avait de quoi, je sais pas. L'année dernière, il a besoin de changer d'air, ouais. Ouais, voilà. Bon, on verra comment ça se passe, mais moins de pression, je pense, et je pense que c'est le meilleur head coach qu'ils auraient pu avoir
les Panthers pour accompagner leur nouveau quarterback en Bryce Young. Donc non, super. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord. Lui, typiquement, il a fait des bonnes saisons chez les Colts. Je trouvais que l'année dernière, ça commençait à être un peu compliqué. Avec Matt Ryan. Ouais, alors oui, il a jamais été trop gâté sur les QB, mais même dans ce qui était appelé, enfin, je trouvais les Colts assez limités. Et je pense qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Et tu l'as dit, va y avoir un nouveau quarterback, constitution d'équipe bien différente. J'aime beaucoup le challenge que ça représente. Ça va être assez intéressant à suivre. Ouais. Écoute, moi, comme les Falcons, je suis sur un safety qui vient des Bengals. C'est Von Bell. Deuxième grosse perte pour les Bengals, je le rappelle. On en avait parlé sur la preview de cette division. Encore une fois, un très très bon safety qui apporte de l'expérience dans une défense des Panthers qui est très jeune. Les Panthers, on rappelle, ils ont fait une draft exclusivement défensive en 2020. Donc il y a 3 saisons de ça. C'est des joueurs forcément qui sont pas encore très âgés dans la ligue. Là, on va chercher un mec qui a de l'XP, qui est très bon sur le terrain, dans une défense qui du coup a quand même des armes qui se sont développées, qui un peu comme les Falcons a envie de passer un cap. Là où les Falcons sont très très armés en attaque, les Panthers se sont vraiment armés en défense. J'aime beaucoup suivre le chemin de ces deux équipes. Je trouve que les timelines sont à peu près similaires. Et donc voilà, j'ai envie de voir quand les deux vont se croiser avec Jesse Bates et Von Bell, voir un peu l'apport qu'ils vont avoir l'un l'autre dans leurs équipes respectives. C'est pour ça que je le mets en recrue majeure ici, chez les Panthers. Alex, comme pour les Bucks, on a la même perte dont on va pouvoir bien parler, puisque les Panthers ont perdu DJ Moore, le receveur. Ouais, ils l'ont perdu, ils l'ont envoyé avec leur pick numéro 9 et d'autres assets pour aller chercher le pick numéro 1 et donc Bryce Young. Un peu dommage d'avoir perdu ton receveur 1 au moment où t'as enfin un QB pour lui lancer la balle. J'exagère, mais quand même. Donc content pour DJ Moore et encore. Mais Ouais, quand même. Ouais. DJ Moore va enfin jouer avec un QB un peu référencé si on estime que Justin Fields est un bon QB. Moi, j'estime que c'est le cas. J'aime beaucoup ce que montre Justin Fields. C'est quand même son meilleur QB en carrière, on est d'accord jusque-là. Sam Darnold, PJ Walker, Cam Newton. Je sais pas ouais, si enfin je sais pas si c'est Newton. mieux. Je sais pas si c'est mieux pour lui parce que Justin Fields il est bon surtout parce qu'il court et voilà, mais est-ce que pour la passe c'est mieux? Bon. Il est bon sur les passes profondes. Et Moore était très bon pour se démarquer. J'ai l'impression que c'est un peu ouais, tu vois, après ce sera à voir sur le terrain. Hein. Mais Fields, même première saison là, quand il servait Darnell Mooney et que ça lui a permis d'exploser, Mooney il recevait surtout des bonnes grosses bombes. Donc j'ai envie de croire que DJ Moore c'est un upgrade par rapport à Mooney. Donc, mais ouais, grosse perte pour les Panthers, notamment parce que je suis pas ultra fan de comment ils l'ont remplacé. Ils sont allés chercher un Adam Thielen que je trouve en bout de parcours. Ils sont allés chercher un DJ Shark qui est un bon joueur mais qui est souvent blessé. Seul recrutement que j'aime bien, c'est la draft de Jonathan Mingo. Donc pareil au même poste, hein, qui pourrait être la bonne surprise parmi les receveurs rookies. Mais voilà, comme dit, c'est un rookie. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, ouais, quand tu vas chercher un quarterback, bon, du coup ils ont dû payer le prix avec DJ Moore, mais ça aurait été mieux d'avoir vraiment une cible numéro 1 établie en plein dans son prime, plutôt que de devoir la lâcher pour aller chercher le joueur dont tu avais besoin. Quoi. C'est un peu dommage d'acheter le fusil et de vendre les balles, quoi. Si ça peut être une métaphore acceptable pour vous. Pour les Américains, c'est acceptable. Exactement. Pour eux, ça leur parle beaucoup. Bon, Alex, joueur clé, et forcément, on l'a évoqué à demi-mot, je vais te laisser parler de ce nouveau quarterback qui va mener les chatons.
Les chatons, on verra, hein, ça se trouve, ça va miauler un peu plus fort. Du coup, ce sera Bryce Young. Et ouais, Bryce Young QB qui est un des meilleurs QB, comment dire, peut-être le meilleur QB disponible. En tout cas, c'est ce que la ligue pensait. On verra si c'est le meilleur QB en NFL, mais en tout cas, il est là pour je pense, au moins 3 ans à venir. Et si ce n'est 4. Et ensuite, on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est un rookie, donc j'en attends pas énormément de toute manière. Et mais avec Frank Reich, je pense que ça peut le faire. Et ça manque de receveurs malheureusement dans cette attaque, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, ouais, c'est le joueur clé, parce que si ça se passe pas bien pour lui, ça se passera mal pour l'équipe. Si ça se passe bien pour lui, ça se passera bien pour l'équipe. Ouais. Après, les receveurs, on peut être surpris, hein. Peut-être que Thielen, il peut retrouver un semblant d'énergie, et que DJ Sharp peut s'épargner quelques blessures, mais j'avoue que je suis assez perplexe sur les squads qui va lui permettre de lancer la balle. Écoute, moi je passe en défense. Brian Burns, linebacker de cette équipe. C'est un des cadres, c'est un des tout meilleurs de la ligue. Il est ultra impressionnant. J'ai parlé de Von Bell au poste de safety, qui du coup est plus fond de terrain. Brian Burns qui est dans le front seven. C'est un peu le capitaine de cette défense des Panthers, que je trouve assez impressionnante depuis déjà 2-3 saisons, depuis qu'ils ont drafté en fait. Je trouve qu'ils avaient fait vraiment une bonne draft. Tout le monde n'a pas explosé au niveau qui était attendu, mais ils ont fait tellement de choix de ce côté du terrain que forcément ils allaient faire des bonnes pioches. Et écoute, c'est un des joueurs dont on parle pas toujours sur ce poste de linebacker, hein, qui est un poste très très starifié dans la ligue, mais je trouve que c'est un des joueurs les plus fiables. Et j'ai l'impression que ouais, la défense des Panthers est pas loin d'être la meilleure de cette division. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain. Ouais. Mais c'est marrant là, on est quand même sur des équipes où globalement il y a des constructions vachement similaires entre les Falcons et les Panthers, et vachement similaires entre les Bucks et les Saints, donc très pressé de voir ce que ça va donner sur le terrain. On passe à Las Vegas. Je regarde 7,5 victoires après une saison en 7-10. Ça y est, on revient dans les standards de Las Vegas qui ne se mouillent pas. Est-ce que tu as décidé d'être au-dessus ou en dessous de ces 7,5 victoires, Alex? Bah au-dessus. Ok. Je les vois faire une meilleure saison que l'année dernière. Donc du coup, je les vois au-dessus. Ok. C'était bien le plus simple pour moi, celui-là. Dans cette div, ouais, je suis d'accord. J'ai mis au-dessus aussi. Je vais répéter tes mots, mais parce que je les vois faire une meilleure saison que l'année dernière. Mais très clairement, le poste de QB me paraît mieux, même si c'est un rookie. J'ai l'impression qu'on va vouloir voir ce qu'il a dans le ventre, et que forcément, ça va envoyer un peu de jeu. Ils sont allés chercher Miles Sanders au sol, avec une ligne qui est quand même pas mal chez les Panthers. J'ai l'impression qu'ils ont de quoi avancer. Encore une fois, les squads de receveurs, c'est peut-être pas la plus flashy, peut-être pas la meilleure. Si Thielen arrive à enchaîner les matchs, et DJ Shark à éviter les blessures, avec Mingo, ça fera un trio qui, voilà, pourra proposer quelques solutions, même si je suis pas fan et que j'attends des Panthers que ça court beaucoup. J'ai l'impression qu'avec cette défense, un head coach qui, pour moi, va faire la diff aussi, et un QB qui va vouloir prouver qu'il a sa place dans la ligue, je vois pas comment ça peut être plus mauvais que l'année dernière, quoi. Je pense que vraiment, les 7 victoires, c'est un plancher, je les vois pouvoir monter à 9, et du coup, je vais sur le over, quoi. J'ai plus de scénarios où ils sont au-dessus que de scénarios où ils sont en dessous. Pareil. Ouais. Bon, on a vu qu'elle allait bouger sans s'en sortir. Je l'avais dit en mute, ça pouvait pas marcher. Tu l'avais dit dans ta tête. On passe en fantasy, et j'ai l'impression que toi aussi, le scénario du jeu au sol, tu y crois beaucoup. Oui, parce que Miles Sanders, RB21, bah, je trouve que c'est une bonne valeur, pareil que Rashad White dans le même délire. Il est à peu près tout seul avec Chuba Hubbard, mais il a été payé pour être tout seul.
Il est bon à la réception de passes, c'est un bon coureur aussi. Quand il a eu l'opportunité complète avec les Eagles la saison dernière, il marchait bien. Et bah voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec ces Panthers là pour comment dire pour aider Bryce Young le plus possible. Je pense qu'il va pas mal courir. Et 21, c'est pas mal quand tu démarres ta draft avec receveur, tight end ou receveur QB, tight end. Enfin, en gros, quand tu démarres au 4e tour avec un running back, je pense que Sanders au premier, avec ton premier running back et White en deuxième, par exemple, c'est pas mal si à côté t'as fait des bons choix, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment, Sanders, il y en a qui pensaient qu'il pouvait pas être le workhorse d'une attaque. Et je pense qu'il l'a prouvé l'année dernière. Alors, il lui faut l'upside du nombre de TD. Il a un poil de concurrence, mais bon, comme tu l'as dit, c'est pas non plus impossible à surmonter, quoi. Il a un QB qui lui prendra moins de touchdowns que Jalen Hurts. Ça, je pense qu'on peut en être à peu près sûr. Donc ouais, assez intéressant. Ce prix de 21, quand je pense que vraiment son plancher c'est top 24, quoi. Et il a un plafond entrée de top 8, donc Ouais, clairement. RB21 c'est un très bon prix. Écoute, moi je pars sur Jonathan Mingo, le seul receveur qui va commencer la saison entièrement sur ses deux jambes. En tout cas, à l'heure où on enregistre, il a pas encore eu de bobo. Là où Thielen a les cuisses qui grincent un petit peu, là où DJ Shark ne fait jamais de saison complète. On a un Mingo en fonction des formats receveurs, les places, allez, selon vos classements, entre 55 et 75. Très clairement, je vois pas comment Mingo fait pas top 50. Je pense, et c'est un peu une des hot takes que je vais faire sur la fantasy, mais je le vois bien être le receveur rookie avec le plus de yards à la réception cette saison. Voilà. Je sais pas à quel point c'est une hot take. Il va y avoir des candidats, notamment Marvin Mims depuis qu'il y a eu les blessures des receveurs chez les Broncos. Mais je pense que vraiment, très vite, il peut être receveur 1 de cette équipe, en fait. Ça peut être lui ou Zay Flowers, quoi. Ouais, moi, Zay Flowers, j'y crois moins. Et pourtant, je crois pas en OBJ, mais... Non, mais dans le niveau je crois pas en Bateman et en Andrews. Ouais. Tu sais, en fait, je trouve que vraiment, il a des joueurs autour de lui qui vont attirer l'attention, mais qui vampirisent pas milliards et 160 targets la saison, quoi. Ouais, surtout avec la blessure. Ah ouais. Non, DJ Shark. DJ Shark, il est là-bas. DJ Shark s'est blessé là-bas. Et même quand il va revenir, ce sera une menace en profondeur qui va faire une saison à 700 yards et 5 TD. Thielen va faire une saison où il va mettre 5-6 TD et 900 yards. Mais je pense que là, Mingo en année 1, moi je suis pas surpris si Mingo fait une saison en milliards et 5 TD. Et où du coup il est top 50, top 40, facile. Même s'il met pas beaucoup de TD d'ailleurs, je pense que son volume de yards va lui permettre de faire ça. En tout cas, il a les métriques qu'on a eu de lui au combine, c'est un receveur assez grand, assez puissant, assez rapide. C'est pas DK Metcalf non plus, mais je suis pas surpris s'il fait une saison rookie vraiment très loin. Ouais. Donc à ce prix-là, vraiment receveur 5 de vos équipes fantasy avec un upside de receveur 3, et si on est très optimiste 2, mais plutôt un upside de receveur 3 au prix d'un receveur 5 ou 6, moi je dis foncez. Et je l'ai pris dans pas mal de ligues. Voilà. Clairement, c'est une cible que j'aime beaucoup. Dernière équipe dont nous allons parler dans cette division avant le prono Alex, nos amis les Saints. Les Saints, de 7-10 l'année dernière, cote vainqueur de division à 2-10, la plus basse. Voilà, les favoris de la division. Pas de playoff l'année dernière. Ils ont toujours Dennis Allen, coach depuis 2022. Pete Carmichael, le offensive coordinateur depuis 2009. Et Joe Woods, l'ancien defensive coordinator des Saints, des Broncos, qui vient prendre la place. Voilà. Toujours l'occurrence Broncos. Des Browns, pardon. Des Browns. Ah oui. Des Browns. Excuse-moi, je parle tellement des Broncos que je pense aux Broncos tout le temps. Oui, j'allais dire, dans mes souvenirs, on n'avait qu'une occurrence Broncos dans cet épisode, pour ça que j'étais surpris, mais j'allais dire, putain, je les ai ratés encore eux. Non, du tout. Donc c'est bon, tout va bien.
On va en parler tout de suite. Déjà, première question avant de parler de la recrue. Est-ce que tu es surpris que ce soit les Saints qui soient favoris de cette div? Non. Ok. Et favoris dans ces proportions-là, entre guillemets, puisqu'après les plus proches sont les Falcons à 3, les Panthers à 4,80, et on arrive à avoir des Bucks à 8,50, comme on le disait, dans une div qui a l'air plutôt serrée. Et ni surpris qu'ils soient favoris, ni que ce soit dans ces largeurs. Je suis surpris d'autres choses. Ok. Voilà. Ok, ben tu auras le temps de nous en parler. Voilà. Je me garde ça pour la fin. Je ne spoile pas. Très bien. Et toi? Moi, je suis surpris déjà qu'ils soient favoris, parce que d'habitude, j'ai l'impression que c'est des équipes avec plus de hype qu'ils le sont. Et surtout qu'on puisse avoir une équipe à 8,50 dans cette div. Moi, j'aurais pas eu d'équipe cotée au-dessus 4,50 ou 5. J'aurais été beaucoup plus sec, tu vois, j'aurais commencé autour de... J'aurais tout mis entre 2,50 et 4,50. Si j'avais du côté, si on m'avait dit avant la saison, à ton avis, quelles vont être les cotes T'aurais fait à peu près pareil que les cotes de la NFC Nord, dont on parlera dans le prochain épisode. Je regarde les cotes de l'AFC Nord, ouais, exactement. J'aurais plutôt fait un truc comme ça. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Recrue majeur, encore une fois, un joueur en commun, même si d'habitude c'est du côté des pertes, mais là, comment ne pas parler de monsieur Derek Carr? Bah vas-y, parle-en du coup. Eh bien, le quarterback qui a fait toute sa carrière jusque-là chez les Riders. Gros changement pour lui. Les Riders avaient envie de tourner une page. Ils ont pas réussi à le trader, hein, il est parti gratos. Ils voulaient pas le payer non plus, ce que je comprends, puisque Derek Carr en fait partie de ce range de QB qui est vraiment pas mauvais, qui est un vrai titulaire dans cette ligue, qui est un passeur plus que décent, mais qui ne fait pas gagner de titre, je pense, ou hors circonstances exceptionnelles, hein, on verra comment évolue son reste de carrière, mais en tout cas pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il était capable de sauter le pas. Les Saints sont allés le chercher puisque depuis le départ de Drew Brees, c'est quand même un peu compliqué au poste de QB. Ils ont utilisé Jameis Winston, Andy Dalton l'année dernière, Taysom Hill. Quand tu en viens à utiliser Taysom Hill au poste de QB, c'est vraiment que tu te poses des questions sur l'avenir de cette position. Ils ont des belles cibles. J'en parlais en termes de duo. Ils ont Chris Olave et potentiellement un comeback de Michael Thomas. J'ai l'impression qu'on en parle tous les ans, donc moi j'attends de... Là je vais être très cartésien, j'attends de le voir sur le terrain pour y croire. Et c'est pas tout. Spoiler pour la suite pour vous. Ok, et c'est pas tout. Ok, très bien. Je suis intéressé de voir ce que tu vas dire. Mais ouais, écoute, il a des belles armes autour de lui. Les Saints, c'est une équipe qui a une belle défense. Ça fait longtemps que les Saints sont comme ça, une équipe moyenne, toujours chiante à jouer, un peu dans la lignée des Pats ou des Steelers. Je trouve que les Saints, c'est une vraie institution, toujours bien établie, et assez curieux de voir ce que Derek Carr peut faire avec toute cette expérience dans cette équipe. Donc recrue majeure et une des recrues les plus importantes de la saison, je trouve, parce que ça peut vraiment, en cas de réussite énorme, bousculer l'équilibre en NFC. Voilà. Oui. En NFC tout court, puisque je trouve que la NFC est vachement ouverte. Tu vois, on en a parlé plusieurs fois, mais globalement, les Eagles peuvent enchaîner, les Niners sont bons, et derrière, t'as que des équipes qui ont des choses à prouver. Les Cowboys sont bons, mais en playoff, c'est compliqué. Les Lions, on les a jamais vus très haut. Les Seahawks, on les a jamais vus très haut. Enfin, en dehors des deux gros épouvantails que sont les Eagles et les Niners, il y a des places à prendre. Donc, pourquoi pas une des équipes de la NFC Sud, celle qui arrivera à sortir de cette guerre ultra indécise. Donc, j'ai hâte de voir. Et clairement, Derek Carr, est-ce que on peut dire que c'est le meilleur QB de cette division? Oui. Ok, ça me choque pas du tout, vu que pour l'instant on n'a pas vu Bryce Young. Peut-être qu'à la fin de l'année la réponse sera différente, mais en tout cas aujourd'hui je suis d'accord. T'as un rookie, un sophomore du 3e tour et Baker Mayfield. Un journeyman.
J'aime bien le et Baker Mayfield. Donc voilà. Ça peut être assez intéressant. On va du côté des pertes et c'est assez marrant. Je n'avais pas vu ça dans le producteur, mais on a une perte exactement au même poste, mais pas le même joueur. Non, moi j'ai mis David Onyemata qui est parti aux Falcons. J'en ai parlé un peu plus tôt. Voilà, c'est un bon joueur qui a toujours d'ailleurs 30 ans. Donc c'était un peu le gars qui pouvait faire encore leader dans cette défense et qui est parti. Et bah ciao. Ouais, ça perd du cadre. Hein. Clairement, pas hyper rassuré par tous les moves qui ont été faits de ce côté-là, mais bon. Puisqu'au même poste de defensive end, ils ont perdu Marcus Davenport, qui est parti chez les Vikings et qui était vraiment un des cadres de cette défense. Pas hyper rassuré de cette double perte. Alors les Vikings ont donné un bon contrat, hein. Je crois qu'il a signé qu'1 an, mais qu'il prend genre 13 millions sur la saison. Les Saints financièrement, tous les ans c'est compliqué. Ils payent un peu les pots cassés de tous les investissements faits. Ah puis là ils en ont fait un autre, hein, donc ils vont payer encore pendant plusieurs années. Hein. Ouais, avec Derek Carr, il a fallu mettre de l'argent sur la table. Ouais. Pas convaincu par l'intersaison quand on fait le bilan des arrivées et des départs, quand on voit la balance. Je trouve que tu es vraiment trop dépendant du niveau de Derek Carr. Et je pense que les Riders ont vu que c'était pas forcément le bon calcul à faire, même s'ils étaient dans une division et une conférence un peu plus difficile à dompter. En tout cas, hâte de voir ce que ça peut donner, mais ouais, double perte sur le même poste, 2 joueurs qui étaient des cadres, je suis pas hyper heureux de voir ça. Alex, tu nous l'as un peu spoilé tout à l'heure, tu as un joueur clé un peu particulier dont tu as envie de nous parler. Bah oui, c'est notre ami Rashid Shaheed, le wide receiver / kick returner, qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière avec au moins 4 cibles par match sur les 5 derniers matchs. Un touchdown seulement, mais comment dire, le fait que il soit là, que c'est un mec qui est, moi je trouve bon en kick return aussi, et qui a l'opportunité d'être receveur 2 dans cette équipe-là si Michael Thomas n'est toujours pas Michael Thomas. Un receveur un peu différent de Olave pour Derek Carr, et du coup je serais ultra intéressé de voir ça. S'il est moins sur les kicks, ça veut dire qu'il a une meilleure confiance, et auquel cas ça va être bien. Et s'il est que sur les kicks entre guillemets, en fait il a déjà montré qu'il était bon. Du coup voilà, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire cette année. J'ai été surpris l'année dernière parce que j'avais jamais entendu parler de lui avant de le voir sur le terrain réellement. Et, et voilà. Et je me dis voilà, pour parce qu'au Olave évidemment, Michael Thomas si ça passe, c'est top. Mais vraiment le Rashid Shaheed, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire en année 2. S'il peut être le Tyler Boyd de ce duo, ce serait une réussite complète en attaque. Ouais, qu'il soit pas le Jamal Agnew qu'on attendait et qu'au final a rien donné. Oui, exactement. Ouais, je trouve que c'est un très beau spectre. Est-ce que tu es un vrai receveur 3 capable de rentrer dans les chaussures du receveur 2, ou est-ce que tu es un kick returner qui fait capable quelques d'être receveur temps, 3, mais ouais, voilà, exactement. J'aime beaucoup ce spectre-là. Écoute, moi pas de surprise. Je vais sur Marshon Lattimore parce que déjà c'est un des cadres qui reste de cette défense. Le cornerback de cette équipe. J'ai été déçu de sa saison dernière. En tout cas, je l'ai trouvé irrégulier en plus des blessures. Je pense que c'est toujours un joueur de top niveau quand il est là. Je pense qu'il va avoir besoin de le reprouver, qu'il va être déterminant dans cette équipe qui quand même prend un peu de l'âge. Les Saints, ça a toujours été une défense capable de gros plays, que ce soit via Cameron Jordan ou Marshon Lattimore. Il a toujours son duo des Bucks à affronter 2 fois par an. Il va pouvoir essayer de traumatiser mon Jonathan Mingo du côté des Panthers. Il va pouvoir rentrer dans la tête de Mike Evans encore. Voilà, ça va pouvoir finir en bagarre encore entre les deux. Si vous ne le savez pas, belle historique de dispute, si on peut dire ça comme ça, entre Mike Evans et Marshon Lattimore. Non mais voilà, il doit prouver
dans une plus grosse mesure même que Jalen Ramsey, qui fait toujours partie des top cornerbacks. Là, il y a une grosse génération de jeunes qui est venue bousculer la hiérarchie. Il y a 3 ans, tout le monde aurait mis Latimore dans le top 5 de ses cornerbacks. Là, pas sûr que Latimore soit top 10 dans pas mal de classements. Moi, je pense qu'il a toujours le niveau de l'être. J'ai envie qu'il le prouve cette saison. Et de toute façon, on l'a assez répété, mais la défense dans le fond du terrain, dans cette ligue, qui est énorme à la passe, là, il n'y a pas le choix. Et puis, tu l'as très bien dit quand tu as parlé de Derek Carr, il va pas affronter 3 QB d'élite dans sa division. À lui aussi d'aller chercher de profiter des potentielles erreurs de ses adversaires, que ce soit Bryce Young, que ce soit Desmond Ridder ou que ce soit Baker Mayfield. Et là, s'il fait pas une saison à au moins 5 interceptions, je serais déçu. Clairement. C'est le plancher que j'attends de lui cette année. 5 interceptions, à savoir qu'il l'a fait une fois dans sa carrière. C'est sur sa saison rookie. Ouais, et moi là, quand je vois le casting et le fait que ça croise avec la division des Titans, franchement, il affronte une armée de QB. Il joue aussi, je crois, les Packers avec Jordan Love et tout. Il y a tellement d'opportunités de tomber sur des QB qui vont faire des erreurs que là, je veux que statistiquement, il frappe en vrai coup, quoi. L'année dernière, les top intercepteurs étaient à 6, donc je veux le voir à 5 cette année. Okay. Il a les moyens de le faire. Et Las Vegas a dû constater que Derek Carr était le meilleur quarterback de cette division. A dû constater que la défense avait quand même des cadres, puisqu'ils sont allés proposer une projection à 9,5 au sortir d'une saison en 7-10. Alex, qu'est-ce que tu penses de cette projection? Elle est... Moi, je la trouve bien parce que j'hésitais... Enfin, je suis à 9, quoi. Du coup... Ok. Si ça avait été à 8,5, j'aurais pas hésité une seconde et j'aurais mis au-dessus. Là, j'hésitais un peu en mode... est-ce que ça peut pas être au-dessus par rapport à la division, par rapport au reste et tout. Mais je suis resté en dessous. Ok. Je suis resté en dessous aussi. Et un peu comme toi, je les vois à 8 ou 9. Je les vois pas faire une saison cata. Mais les voir gagner 10 matchs, en fait, je trouve que le talent est là, mais qu'il n'y a pas assez de profondeur, qu'il y a trop d'incertitudes. Derek Carr, ça se trouve, il va pas s'acclimater, et en fait, ça marche pas. Peut-être que Michael Thomas, en fait, les espoirs sont terminés, et donc tu te retrouves avec Olave, receveur 1, Rashid Shades, receveur 2, et t'es loin d'avoir la meilleure escouade de la div. En défense, pareil, il y a une rechute de Latimore, et en fait, en fond de terrain, t'es dépeuplé, sachant qu'à l'opposé de lui, ça fait 2-3 ans que c'est compliqué. Je suis assez... je trouve que les Saints sont sur un fil, et du coup, je les vois pas faire de catastrophe, mais je pense qu'au moindre risque, ils économiseront des joueurs, même au sol. On en a pas parlé, mais ils ont Alvin Kamara suspendu 3 matchs. Ils ont Kendra Miller qui s'est un peu blessé. Ils vont commencer la saison avec simplement Jamal Williams d'actif, qui est un très bon joueur. Hein. Mais où, tu vois, ce backfield, comment il va s'articuler? Est-ce que les joueurs vont pouvoir prendre du rythme? Toutes les incertitudes font que je peux décemment pas les mettre à 10 victoires, donc je mets en dessous. Ok. La fantasy, encore une fois, Alex, oui, il va falloir piquer des joueurs dans les équipes de cette division. On arrive au bout des choix difficiles. Sur qui est-ce que tu vas partir? Bah, je pars sur on parlait beaucoup des... Ouais, si vous prenez running back au 5-6e tour au début, là, je vais partir sur le fait que tu commences avec running back, tu fais receveur, tu vois Alvin Kamara en running back 25, tu te dis, j'en ai pas besoin pour les 3 premières semaines, il est suspendu de toute manière, mais quand il revient, avec Derek Carr, avec un meilleur receveur, avec peut-être Michael Thomas qui est blessé, et j'ai dit Rashid Shaheed, et c'est plus un pari qu'autre chose, donc en vrai, tu peux avoir juste Olave et Kamara en chef de cible. Du coup, je me dis, running back 25 pour un mec qui a pas de blessure, qui est juste suspendu. C'est pas, il est blessé 3 semaines et il doit revenir, etc. Là, il est juste suspendu. Donc, il va revenir, il sera en forme. Et 3 semaines, du coup, t'as le temps de te dire, tu sais que c'est que 3 semaines entre guillemets, t'as pas à prévoir toute une attaque sans lui. Ouais. Et tu peux juste attendre qu'il revienne. Et je pense que quand il reviendra, il sera incroyable. Et donc, du coup, si je dois aller chercher quelqu'un des Saints, je vais chercher Kamara. Ok. Moi, je te rejoins uniquement en format PPR.
vu que c'est son upside à la réception qui me plaît surtout. Ouais, mais quand je compare avec les running backs qui sont encore présents à ce moment-là, lui, il a un potentiel, même en standard ou en half PPR, d'être tellement au-dessus du reste que les 3 matchs de suspension, pour moi, ça joue. C'est mieux que d'avoir un mec où tu sais pas trop ce que ça va valoir, tu vois, même un Dalvin Cook où tu vas pas le mettre la première semaine parce que t'hésites. Il suffit qu'il y ait un bon match de Breece Hall la première semaine, tu le mets pas la deuxième non plus. Et au final, tu gagnes une seule semaine par rapport à un Camara qui est suspendu. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, t'as soulevé un nom qui m'intéresse. Est-ce que en fantasy vous prenez Dalvin Cook ou Alvin Kamara, sachant que pour ceux qui n'auraient pas tout le contexte, donc Kamara rate les 3 premières semaines pour suspension mais pas de blessure, et Dalvin Cook pourrait jouer dès le début, on sait pas trop, mais il est un peu diminué. Et il y a un Breece Hall qui revient des ligaments croisés, donc qui sera pas au top pour la première demi-saison, mais qui pourrait prendre dans la part du gâteau en deuxième moitié, sachant qu'il y a des échos de Aaron Rodgers qui aimerait bien Dalvin Cook. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, est-ce que vous êtes plus Alvin Kamara, plus Dalvin Cook? N'hésitez pas à nous dire, puisque c'est pas si simple de trancher, et je pense que c'est assez difficile d'affirmer là tout de suite qu'on va détenir la vérité. Donc ouais, c'est un pari à faire, Alvin Kamara. J'aime bien l'idée. C'est un peu comme non, j'allais dire c'est un peu comme Jonathan Taylor, mais Taylor revient de blessure, donc il prend 4 semaines en plus, Taylor. Ouais. Taylor, et puis c'est 4 semaines sur le pup. 4 semaines de blessure. Il a envie d'être tradé en plus, donc Taylor, ciao pour moi, j'y touche pas. Ouais, et il y a un QB qui court. Ouais, en plus. Contrairement à Alvin Kamara. Ouais. Rien qui va avec Taylor. Je suis d'accord. Écoute, moi je vais suivre la hype. Je vais sur le tight end Juwan Johnson. J'ai vu que historiquement, Derek Carr, il a toujours bien servi ses tight ends. Il a réussi à faire de Jared Cook un top 5 tight end en fantasy, qui était un phénomène physique, mais qui était pas non plus le plus doué à ce poste-là, hein, même s'il a eu beaucoup de blessures. Tu l'as dit, il y a une incertitude dans les cibles. On sait qu'Olave sera là, on sait pas si Michael Thomas sera là. Je pense que si cette attaque avance bien et vit par la passe, on peut très clairement avoir un Johnson entre 700 et 800 yards avec 4-5 TD. Et très clairement, les Titans qui font 750 yards et 5 TD, ils sont top 12. Donc je pense que vous pouvez aller sur Juwan Johnson les yeux fermés. Je pense qu'en plus, il aura un volume régulier tout au long de la saison. Je pense pas que ça va être comme à l'époque Taysom Hill où vous pouvez avoir un match à 1,3 points parce qu'il a porté un ballon en quatrième et qu'il a fait 13 yards et qu'on l'a pas revu du match, et le match d'après il faisait 3 TD au sol. Non, là je pense que vous allez avoir quelque chose de plus consistant, toujours 6-7 points jusqu'à 10-12 points. Donc voilà, c'est pas le mec qui va vous faire gagner vos matchs, mais c'est peut-être celui qui va pas vous les faire perdre, et je pense que sur un Titan, c'est plutôt sympa d'éviter les bulles. C'est déjà pas mal, ouais. Alex, on arrive au meilleur moment de cet épisode, puisqu'on est sur une division très très compliquée. Il me faut ton vainqueur de division, et pourquoi tu les vois vainqueurs? J'avais les Panthers jusqu'à ce matin. Et je me suis dit au final, non, les Saints. Les Saints parce que leurs 6 premiers matchs, moi je serais pas surpris de les voir démarrer en 6-0. Okay. Et à partir de là, c'est compliqué de rattraper. Je trouve une équipe qui part si haut. Et donc voilà, c'est pour ça que je les vois. Et vraiment leur planning, ouais. C'est le rêve. C'est le rêve. Il y a rien de... T'affrontes personne niveau QB à part Trevor Lawrence réellement, et il y a peut-être des personnes que j'oublie. Ça se trouve, c'est mais t'as oublié, ils jouent les Bills, mais peut-être, mais je ne m'en souviens pas. Je vais juste regarder pendant que tu peux donner le tien. Mais moi, c'est planning et équipe, que attaque qui est meilleure, défense qui est un peu perdue, mais qui est pas si mal quand même. Écoute, moi je vais sur les Falcons. Je crois en la progression suffisante. Alors, encore une fois, je fais un peu le pisse froid, mais je les vois juste avoir un meilleur point average dans la division. Je vois ta tête sur le calendrier, ça a l'air plutôt sympa. Mais non, très clairement, en fait, je serais pas surpris que Falcons, Panthers et Saints soient tous les 3 9 victoires. Et parce qu'il faut mettre une équipe, j'ai envie de croire que les Falcons iront prouver qu'ils sont capables de gagner les matchs importants, donc ceux de la division. Et je les vois avec un peu meilleur bilan que dans la div que les 2 autres équipes. Donc voilà, très clairement,
Mais en fait, aucun vainqueur de division ne me choque. Même si vous me donnez les Bucks, si vous venez me voir en mode mais attends, ils ont re-signé Lavonte Davis, ils ont re-signé Jamal Dean, ils ont toujours Vita Vea, ils ont toujours les receveurs, Baker Mayfield il est capable de distribuer la balle, il y a White au sol, la ligne est quand même là, enfin. Même quelqu'un qui vient me défendre le cas des Bucks en commentaire, je vais lui dire bah ouais, en fait, t'as raison, ils ont du matos, mais division très compliquée, il a fallu faire un choix, ça va sur les Falcons. Très du bien. coup, ce calendrier des Saints, c'est quoi le top 3 quarterback à affronter? 3 quarterbacks, Kirk Cousins. Ouais. J'ai dit Trevor top 3. Lawrence. Trevor Lawrence, Kirk Cousins. Il y a Justin Fields, Daniel Jones. Ouais. Pas Jared ceux Goff. où tu crains le plus. Ouais, ok. Même en dehors de Trevor Lawrence, on n'est pas dans l'élite de l'élite pour l'instant, en tout cas. Ryan Tannehill. Ouais, non, mais c'est bon. Quand dans tes tops, t'es obligé de citer Tannehill en 5 ou 6, c'est que ça devient compliqué. Jordan Love. Ah, Matthew Stafford, peut-être. Ça dépend s'il joue à une ou deux épaules. C'est Matthew Stafford en semaine 16. Ouais, il sera déjà blessé ou benché en semaine 16. Donc Stetson Bennett, du coup. Voilà, exactement. Il y a des chances que ça finisse comme ça. Ouais, non. Franchement, calendrier plus qu'abordable. Donc, Saints pour toi, Falcons pour moi. Mais vraiment, ne nous agressez pas en commentaire. Hein, si vous êtes fan des Panthers, si vous venez me dire Panthers 9 victoires et on gagne dans la division, je vous dis oui. Hein, je vous mets vraiment. Clairement. Ce serait beau que ce soit comme la saison dernière, que vraiment tout se joue dernière semaine avec des bilans ultra similaires. J'espère juste ne pas les voir tous en 7-10, mais plutôt tous les voir en 9-8. Ce qui est pas impossible non plus quand tu vois comment ça croise. Hein. Ouais, clairement. Donc voilà, on en a fini avec la NFC Sud. Du coup, on peut pas faire un vrai reveal de division, puisque si vous avez suivi, il ne nous reste que la NFC Nord pour conclure. C'est ça, le NAFC Nord-Ouest. C'est ça, si on veut brouiller les pistes. Ouh là là. Non, NFC Nord, ouais, bien sûr. NFC Nord, des Vikings, Lions, Packers et Bears. Je propose qu'on donne un peu le calendrier de notre entrée quand même, parce que là, la NFL reprend donc dans la nuit de jeudi à vendredi. On va retourner à l'habituel combo preview rewind. Donc voilà, 2 épisodes par semaine. Un preview où on va un peu vous donner ce qu'on a envie de suivre. On va s'arrêter comme d'hab. Je pense qu'on n'a pas encore décidé, mais je pense qu'on va pas changer le setup qui marchait bien l'année dernière du match de la semaine. Et puis des pronos à la volée sur tous les matchs. On aime bien faire ça quand même et voir ce que ça donne. Et je crois qu'on avait aussi un petit tour en fantasy qui marchait pas si mal. C'est ça. Mais ouais. Et avant ça, on va peut-être faire un prédiction des trophées individuels aussi avant le début de la saison et voilà. Sinon le reste, vous avez tout. Voilà. On reviendra au setup normal. Peut-être une game zone bientôt aussi. Oui. Date à confirmer, mais ça doit arriver vite. Oui. Ça m'est légèrement sorti de la tête. Ouais, pour ça, lui, l'époque comme ça. Et vous aurez... Si jamais ça arrive, c'est mercredi, quoi. Ok. Et sinon, ce sera... on essaiera quand même d'en faire une en septembre si notre casting n'est pas tout dispo mercredi prochain. Sinon, ça m'arrangerait entre le 14 et le 18 septembre. Voilà. Appel à ceux qui écoutent et que... Voilà, je peux bien. D'ailleurs, merci à ceux qui nous envoient des messages. On a reçu plusieurs messages de personnes volontaires pour participer au Game Zone. Déjà, ça nous fait plaisir parce que le discours est toujours un peu le même. Vous semblez aimer le format. Et donc nous, on n'est pas là que pour inviter des personnes de médias ou quoi que ce soit. Hein. Le but, c'est de passer des soirées vraiment fun, de partager avec la commune. Donc on est plutôt ouvert du moment que vous n'avez pas des propos problématiques sur les réseaux et que vous êtes à l'aise de passer devant une caméra. Hein. Faut quand même un minimum, voilà. Et vous avez une grande ardoise comme Jérôme. Voilà, exactement. Non mais voilà, c'est des lives qui durent 2 heures, donc si vous pouvez avoir un minimum de calme et que vous êtes à l'aise devant la caméra, nous on est ouvert. En tout cas, on essaye de faire des castings où voilà, ça, pour l'instant, les 2 premières Game Zones se sont très bien passées, les gens se sont très bien entendus. On a fait pour l'instant plutôt avec des gens qu'on connaissait, mais
on est quand même ouvert. En plus, personne est à l'abri d'un désagrément et parfois on peut avoir besoin d'un remplaçant de dernière minute. Donc vraiment, merci de nous envoyer des messages. Et du coup, il y aura aussi une bye week qui arrivera normalement 3e semaine de septembre. La date est pas encore fixée, mais normalement j'ai la semaine avec un invité. Si vous suivez la NFL, vous le connaissez tous. Donc voilà, ça vous montre un peu le standing. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que vous le connaissez tous. Avec mon niveau d'anglais, vaut mieux pas qu'on fasse une bye week avec Tom Brady. Hein. Disons que les questions resteraient très sommaires. How do you do? How are you, Tom? Your retraite is good. How is life? Non, mais voilà. Vraiment des trucs sympas qui arrivent. Et puis bon, on n'est pas à l'abri s'il se passe des gros événements, des grosses surprises. Il y aura des lives. On n'a pas encore exactement la teneur, mais il y aura des lives. On a plein de projets, que ce soit des no-huddle ou autre chose, mais en tout cas, votre plancher, c'est les 2 épisodes semaine. Voilà, on met en preview Rewind. On va se laisser là pour cette preview. Voilà, on avait réussi à tenir les temps sur les équipes, donc on s'est permis cette promo à quelques jours de la reprise. On rappelle partout le front office, donc Twitter, Insta, YouTube, Twitch, le Tipeee. Si vous voulez écouter en podcast, je le rappelle pour ne pas rater les sorties d'épisodes, activez les cloches sur les plateformes où vous écoutez. Sinon, passez par le lien qui est en description du compte Twitter. Voilà tout. J'ai rien oublié, Alex? Non, oui, Jérôme c'est @gpied sur Twitter et moi c'est @alexwoodcity. On est en description du compte Twitter si vous voulez aller nous trouver. Voilà, très facile. Si vous voulez vous occuper de notre cas en DM, on est preneur. Ouais. Eh bien, on va se laisser là pour cette preview. Donc, prochain épisode, ce sera la NFC Nord, dernière des previews de division. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.